Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexis. Je te laisserai te présenter dans quelques secondes. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, qui est, je crois, mon premier de l'année. J'en ai pas fait encore en janvier. Avec un invité fort intéressant, donc Alexis, qui est en fait un spécialiste qui accompagne les RH et les DRH et les CEO de startups et qui est très French Tech et Startup Nation, avec plein de méthodologies innovantes, et donc il va pouvoir nous raconter un peu tout ce qu'il fait, tout comment il voit, tout ce qu'il a appris à travers ça. Mais Alexis est bien plus que ça aussi, donc je le laisserai se présenter. Donc pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Aubry-Lecomte, je suis dirigeant dirigeant de QuickMS, qui est une société d'édition de logiciels RH notamment. On fait du reporting RH, la BDES, le BSI, le pilotage de toutes les données RH, avec notre outil graphique et notre outil Crew, qui est un outil de gestion collaborateur-manager pour gérer les entretiens professionnels, le suivi, la performance des équipes. Voilà. Donc, avant de donner la parole à Alexis, on est ce matin en petit comité, on est là une dizaine en live, vous êtes une dizaine en live, donc on compte sur vous pour être super actifs dans les questions et nous poser plein de questions. On va aussi en profiter pour vraiment essayer d'interagir avec vous. Donc, il n'y aura pas de sondage, mais vous allez bien pouvoir vous exprimer sur le chat. J'ai vu qu'il y a déjà plein de gens qui ont dit bonjour, donc je vous dis aussi bonjour dans le chat. Et si on loupe une question dans le chat, vous avez toujours l'onglet questions, ou en tout cas, essayez bien de nous appeler, en sachant que, bien sûr, on va être en discussion avec Alexis. Donc, moi, je discute avec Alexis, mais vous aussi, vous pouvez discuter avec Alexis. Donc, vous aussi, posez-lui les questions que vous avez envie, ou vous pouvez aussi me poser vos questions. Donc, on prendra les questions en live avec Alexis. Allez, on va démarrer le fond. Donc, Alexis, je vais te laisser te présenter. Hello, hello, tu m'entends bien, Christophe? C'est parfait. Bon, eh ben écoutez, bonjour tout le monde, ravi d'être là. Merci Christophe de m'avoir invité. En quelques mots, donc effectivement, on travaille beaucoup sur les sujets managériaux avec Yaniro. Donc Yaniro, c'est une boîte que j'ai fondée en 2018. Notre métier est spécifiquement dans l'écosystème French Tech, donc startup et scale-up française, de faire grandir les managers de la French Tech. Donc ça passe par de la formation de managers et globalement, on a des programmes qui durent 3 mois dans lesquels ils rentrent primo manager, pas trop de connaissances de ce qui marche et ce qui marche pas, et ils sortent de là, on espère, super manager et parmi les meilleurs de la French Tech. Du coup, nos interlocutrices principaux et principales sont des RH, donc des RH de cet environnement-là. Si on a un petit zoom à faire sur la French Tech, je pourrais dire que c'est un monde parmi les autres, mais il n'y a pas tant de spécificité que ça, c'est-à-dire on connaît quand même bien le milieu, grand groupe PME aussi, et il y a la spécificité, c'est plutôt la contrainte de forte reconfiguration permanente, que ce soit à cause d'hypercroissance ou de pivot. Enfin, en gros, en startup, ce qui était vrai il y a 6 mois ne sera pas vrai dans 6 mois, donc c'est quelque chose qui est un peu différent, mais c'est à peu près tout. Et donc moi, là-dedans, je suis à la manœuvre de la formation des managers, donc on a formé plusieurs centaines de managers pour plus de 150 startups et scale-up depuis qu'on existe, on est une dizaine. Je suis également dans Yaniro coach de dirigeants, donc je passe du temps avec les fondateurs, fondatrices, que ce soit CEO ou autres de ces boîtes-là, pour les faire grandir en même temps que leur boîte, hein, un peu comme les managers, mais de manière plus resserrée. Pour zoomer sur Yaniro, on est une dizaine à l'heure où on se parle. Il y a plein de boîtes qu'on a accompagnées que vous connaissez, donc vous voyez les pubs dans le métro ou juste avant quotidien. C'est pour ça que on me sort pour les webinaires parce que j'ai une bonne petite bouille de start-upers, trentenaires, avec une petite barre de 3 jours et des baskets, donc ça va bien, même si mon associé principal Philippe a 60 ans et plutôt sur le côté expertise et connaissance de tout ce qui se passe. Je suis ravi d'être là. Je vais essayer de vous apporter le plus de valeur actionnable, concrète, de répondre aux questions, que vous sortiez de cette heure-là en vous disant, bon bah voilà, j'ai investi 1 heure pour comprendre comment je peux faire grandir mes managers 10 fois plus vite sans les brûler, avec des techniques qu'on a expérimentées encore et encore et encore sur le terrain et qu'on affine. Allez, du coup, je te propose qu'on lance d'abord par une question à vous. C'est quelles sont vos attentes à travers ce webinaire? Donc, en sachant on va parler de management, de comment on forme et on améliore et on fait monter en compétence nos managers. Voilà, si vous pouvez nous mettre dans dans le chat vos attentes ou vos questions, et on pourra presque commencer par ça. On va attendre une petite seconde, quelques secondes, voir s'il y a des gens qui tapent, qui ont des questions.
J'ai pas l'impression que on ait de l'animation sur le chat. Ah, il y a Géraldine qui est en train de taper. Voilà, dit on peut commencer par un sujet, des astuces actionnables. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres sujets. Donc, en première chose, je crois que si on part sur les astuces actionnables de Géraldine, tu partirais sur quoi là, comme ça? Des astuces actionnables pour faire grandir ses managers. C'est péché si on fait un travail de zoom progressif parce que je peux te donner une Non. astuce. Des astuces actionnables, je peux vous en donner, mais hors contexte, elles sont. Enfin, si j'étais à votre place, je les accepterais pas. On va dire ça comme ça. Moi, si ça vous va, dans le chat, je commence à vous partager un truc dézoomé jusqu'à zoomer. Et Christophe, si tu as des questions, s'il y a des points qui Allez. attirent son attention, vas-y. Et dans le chat, allez-y. L'idée, c'est que vous sortiez de là avec l'heure la mieux investie de votre semaine. Donc, n'hésitez pas à être exigeant avec moi. Je réponds bien volontiers à ça. La première chose qu'il faut comprendre pour trouver les bonnes astuces actionnables pour faire grandir ses managers, c'est un schéma qui ressemble à de la théorie ou du gnognotage de choix de mots, mais qui n'en est pas. C'est la différence entre le leadership et la gestion. En fait, si vous êtes dans un environnement qui est très, très, très processé, je pense à l'audit, au conseil en strat, à la banque d'affaires, au monde académique dans certains cas de figure, en fait, ce que vous allez attendre de vos managers, c'est de la gestion. C'est-à-dire que c'est du dispatch de tâches, c'est de la gestion qui fait quoi par rapport à telle charge de travail maximale. Et en fait, le sous-entendu, c'est que tout le monde va suivre les ordres. Donc, je dis ça sans aucune passion. Je fais du conseil en stratégie avant de monter Yaniro. On va partir du principe que tout le monde va suivre, entre guillemets, qu'il n'a pas besoin d'embarquer qui que ce soit. Dans toutes les autres organisations, pas que start-up, et c'est valable dans la plupart des boîtes, et à plus forte raison si vous embauchez des gens qui sont sortis d'école, ce paradigme ne marche pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas partir du principe que les gens vont suivre vos managers juste parce qu'il y a marqué chef sur le front de vos managers. C'est pas vrai du tout. Ils vont suivre parce qu'ils croient au projet, ou parce qu'ils ont confiance en la personne, ou parce qu'il y a une raison de les embarquer. Et en fait, ça donne quelque chose qui est assez délicat, qui est que si on veut être fort en management et avoir des managers qui sont efficients, il faut comprendre que vous êtes beaucoup plus dans une situation de quelqu'un qui essaye d'embarquer une équipe de bénévoles, c'est-à-dire des gens qui vous doivent rien, que vous payez pas et qui vous suivent parce qu'ils ont envie de vous suivre, versus un général qui embarque des soldats. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut faire du leadership, c'est-à-dire il faut avoir des actions qui permettent d'embarquer les gens de son équipe, versus du management. Et en fait, tant qu'on fait du management, on s'expose à énormément de frustration parce qu'on va juste dire, oh là là, la Gen Z, ils sont chiants, ils sont pas disciplinés. Tout. Non, non, c'est juste le paradigme qui a changé. Ou si je prends des grosses structures comme, je sais pas, la Société Générale, le fait de payer les gens très bien, ce qui a été une stratégie qui a bien marché d'un point de vue RH, ne suffit plus. Les gens, si vous les embarquez pas, ils se barrent, quoi, ou ils sont indisciplinés. Et ça, c'est de plus en plus vrai. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il faut appuyer sur des boutons de leadership et pas de management. D'accord. Et du coup, on fait comment? Et alors, du coup, on fait comment? Voilà. Très bonne question. La question va donc être comment on crée un environnement pour que ces managers de métier développent un leadership pour être capable d'embarquer les équipes. Comment, moi, là où je suis, RH, manager de manager, dirigeant, dirigeante, quelle action je peux faire pour fluidifier tout ça? Parce que même si vous avez potentiellement des responsabilités managériales de votre côté, c'est pas ça que vous allez chercher. Vous allez chercher à avoir de l'impact. Actionnable et surprenant, le plus gros de ce que vous pouvez faire va se situer au niveau de l'environnement propice à la croissance de vos managers. C'est-à-dire, avant même de commencer à les former, de leur donner des tips, des machins, des bidules, il faut créer un environnement qui va leur permettre d'avoir, quelque part, de jouer au jeu du management en mode facile plutôt qu'en mode difficile. Ces environnements-là, ils sont hyper simples, ils sont hyper clairs. Je vais vous les donner, il y en a 3. Et c'est des choses que vous devez mettre en place, sans lesquelles ça ne fonctionnera pas. Bon, en gros, si je résume avant que tu rentres dans le détail pour que je comprenne bien ce que tu dis, c'est leur donner plein de clés, plein d'outils sur lesquels ils vont pouvoir jouer avec pour améliorer leur management et augmenter leur leadership. C'est même un cran avant ça. C'est un environnement de travail. Alors, je ne parle pas des bureaux, des horaires et des choses comme ça. Vous allez comprendre, c'est plutôt des process sans lesquels
vous pouvez avoir le meilleur manager, le mieux formé du monde, ou la meilleure manager, la mieux formée du monde, elle va se vautrer, ou il va se vautrer. C'est-à-dire, il y a des prérequis qui sont essentiels pour que les managers puissent bosser et donc faire preuve de leadership. D'accord. Donc on part sur les process essentiels pour bien manager, quoi. Exactement. Allez, go. Et du coup, c'est à votre main, en partie, je pense. Premier environnement qui est essentiel, et ça c'est super simple, vous copiez-collez la phrase que je vais dire et vous l'envoyez à tous vos managers, vous l'affichez en grand sur les murs, en fond d'écran, vous le répétez à tous les meetings. Enfin, c'est un truc qui pour le coup est simple et qui a l'air de rien. C'est comprendre c'est quoi le job d'un manager ou d'une manager et le faire comprendre à ces managers pour qu'ils aient un point de repère inamovible. En fait, ce qui rend très compliqué le job de manager, c'est que le point de repère est souvent faux, souvent flottant et souvent ambigu. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah moi en tant que directeur commercial, je dois être le meilleur de mes commerciaux. C'est ça ton job? Est-ce qu'on est sûr de ça? Moi, j'ai un management un peu familial où mon équipe c'est une grande famille. C'est bien ou c'est pas bien ça? Etc. etc. Moi, j'ai été managé comme ça, du coup je manage comme ça. Et en fait, le point de repère est trop flottant pour qu'on puisse s'en servir. Donc, je vais vous donner un point de repère qui a le bénéfice de marcher dans tous les cas. C'est-à-dire que vous soyez CEO, responsable d'une petite équipe, manager de manager, ça marche dans 100% des cas. On l'a pas encore fait bouger. De l'autre côté, en ayant craché ces trucs avec des centaines de managers, tout manager dans une organisation doit augmenter durablement dans le temps les résultats de son équipe. Il y a 2 sous-métriques derrière ça. Le premier, c'est la performance. Augmenter, et on va y venir sur pourquoi c'est important, la performance de son équipe. Donc, si j'ai une équipe commerciale, ça va peut-être être le chiffre d'affaires, le nombre de prospects, quelque chose comme ça. Si j'ai une équipe marketing, ça va peut-être être, ou de création de contenu social media, ça va peut-être être le reach, la capacité à générer de l'engagement. Si je suis CEO, ça va être avancer sur le BP, le business plan qu'on a prédit ou la roadmap qu'on a prédit. Si je suis DRH, ça va être du recrutement, du turnover, des machins, des trucs comme ça. Et ça, c'est aussi simple que ça. Un bon manager fait gagner la Coupe du Monde à son équipe. Un mauvais manager n'a aucun impact sur son équipe. C'est-à-dire, s'il n'était pas là, en fait, ça fonctionnerait tout aussi bien. Un très mauvais manager, et il y en a plein, freine son équipe. C'est-à-dire, l'équipe espère secrètement que la personne ne les fasse pas trop suer parce qu'il leur met les bâtons dans les roues. Ça, c'est la première partie de l'EPS. Augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. Résultat. Durablement dans le temps. Il y a une manière hyper simple d'augmenter durablement dans le temps, d'augmenter les résultats de l'équipe, c'est de presser tout le monde comme un citron. Vous allez avoir la moitié qui va partir en burn-out et l'autre moitié qui va se barrer de la boîte parce qu'ils vont essayer de sauver leur peau, ils ont raison. Et globalement, ça va augmenter la perf court terme. Ça, vous pouvez le faire sur un quarter. Ça marchera pas. Déjà parce que ça fait de vous une horrible personne. Et d'autre part, parce que d'un point de vue turnover, etc., vous n'allez pas vous y retrouver, ça va être un enfer. Du coup, un manager doit augmenter durablement dans le temps. Donc, le premier set de métriques, c'est les métriques de performance, OKR, KPI, on va y revenir. La deuxième métrique, c'est les métriques d'engagement et de fidélisation des collaborateurs et collaboratrices. Vous connaissez l'adage, on rejoint une boîte, on quitte un manager. Oui, parce que le turnover est souvent dû au management. Et en fait, c'est la métrique qu'il faut suivre pour vérifier qu'on est un bon ou un mauvais manager, c'est le taux de turnover. Est-ce que les gens se barrent de l'équipe de votre manager ou pas? Ou est-ce qu'ils restent pendant hyper longtemps? Les notes que vous avez sur Glassdoor. Est-ce que vous avez des mauvaises notes ou pas? Et ça, il y a des choses qui dépendent des managers, des choses qui ne dépendent pas des managers. On est d'accord. Et éventuellement, l'INPS, donc c'est un score de satisfaction interne ou toutes les baromètres que vous pouvez faire sur la satisfaction des managers. Ce qui va nous amener évidemment sur les environnements dont on a besoin pour justement structurer tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu veux, je te laisse ne pas me laisser partir dans un tunnel qui ne s'arrête pas. Non. Après, je suis d'accord. Je suis assez aligné avec tout ce que tu dis. Moi, juste en exemple, j'aime bien donner des exemples concrets. À un moment donné, j'avais un problème de management dans une de mes équipes où ma manager, en fait, elle s'en rendait pas compte, mais elle freinait ses équipes parce qu'elle voulait trop cadrer, trop maîtriser. Elle avait peur de beaucoup de choses, et donc on a dû s'en séparer. Mais voilà, elle créait un frein parce que elle avait vraiment de la peur. Donc, ça doit vraiment améliorer les résultats de l'équipe, améliorer la qualité et durablement, je trouve ça très bien. Voire moi, j'irais en plus à rajouter un élément que tu n'as pas dit, mais je pense qu'il est implicite dans ce que tu dis, c'est qu'il doit améliorer les compétences de son équipe. Un manager, il doit faire en sorte,
il doit faire en sorte qu'il ait une équipe A, mais que l'équipe A, elle passe en A+, en 2 ans, parce que on a potentiellement des gens qu'il faut former, améliorer les process, etc. Et si vous avez une équipe A qui devient A+, forcément les résultats vont aussi s'améliorer. C'est exactement ça. T'as raison, la partie implicite qui va amener vers ce résultat-là, faire grandir les membres de son équipe, ce qui est évidemment une casquette que doit endosser le manager par le feedback, par la délégation, mais on pourra y revenir. C'est quelque chose qui va permettre d'augmenter les résultats de l'équipe parce que les gens sont meilleurs, donc les résultats sont meilleurs, et même la fidélisation, parce que quelqu'un qui grandit est quelqu'un qui est content de continuer à travailler avec le manager, en général. Bon, je te propose on zoome dans les outils un petit peu qu'on peut mettre à disposition des managers, qui sont presque des fois peut-être plus que des outils pour le manager, mais l'organisation qui doit s'adapter pour faciliter le management. Yes, je t'embête encore avec en 2 minutes les deux trucs du coup qui sont sous-jacents derrière mon cap que j'ai dit Vas-y. augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. Ce que ça veut dire, et on peut en parler dans le chat si vous voulez qu'on zoome là-dessus, mais du coup on va aller vite, c'est que si vous n'avez pas une structuration de la performance qui est au carré, vos managers ne peuvent pas bosser. C'est-à-dire si chaque équipe dans votre organisation n'a pas une définition de ce que c'est que la performance, que ce soit des KPI du genre il faut que ça se soit vert ou des OKR, donc Objective and Key Results, il faut que ça soit fait avant la fin du trimestre, votre manager ne peut pas travailler parce que sinon il va travailler en intuition. J'ai l'intuition que Ludovic dans mon équipe il est trop fort, ou j'ai l'intuition que Ludovic il est nul. Non, mais Ludovic, si on était sur une équipe de sport, le gardien de but, il arrête des buts ou il arrête pas des buts? Je sais pas, parce que je sais pas ce qu'il est censé faire, Ludovic. Du coup, on pourra rien faire, globalement. Donc, il faut structurer un process de performance avec les entretiens annuels, avec les trucs comme ça, les 360. Donc, sans ça, c'est impossible d'avoir des managers qui performent et qui font performer l'équipe, c'est mon avis. Et l'autre partie, pour durablement dans le temps, il faut suivre les métriques de turnover, les métriques de votre note sur Glassdoor et d'avoir un baromètre interne de la satisfaction des équipes pour ne pas subir ces métriques quand elles sont trop tard et de voir les gens qui partent en disant pourquoi ils sont partis. Si vous avez des baromètres internes qui évaluent la satisfaction des équipes, vous êtes capable de prédire si les gens vont partir ou pas et quelle est la partie manager, pas manager. On rentre sur les outils, c'est ça qu'on s'est demandé? Ouais, on peut. Après, voilà, si moi j'aime bien donner des exemples concrets, un de mes managers dans mon équipe j'ai une équipe de support utilisateur, il regarde le nombre de tickets répondus, le pourcentage de tickets bien répondus pour les personnes de son équipe, et donc il arrive à comparer, à savoir, tiens, lui en fait, il fait pas assez de tickets par rapport aux autres, donc comment je l'accompagne et comment je l'améliore pour qu'il se mette au niveau des autres. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de suivre et de pointer les mauvais joueurs, c'est d'essayer d'accompagner ceux qui font baisser le niveau global pour le remonter au niveau des autres, quoi. Alors, petite requête, si vous êtes présente et que le live part dans la bonne direction, est-ce que vous pouvez vous manifester dans le chat? Un simple je ne suis pas décédé dans le chat sera très utile. Alors, on a toujours 13 personnes, on a monté un peu, on a 13 personnes connectées dont nous. Donc, il y a toujours des gens. Oui, il y a Cyril qui est là. Voilà. Coucou Cyril, t'es pas décédé. Coucou Émilie, t'es pas décédé. J'apprécie. Not dead, on est là. Yes. Ça me permet d'être sûr que on part pas sur des sujets qui vous intéressent pas. N'hésitez pas encore une fois à être demandeur, demandeuse. Les outils pratiques. Je vais mettre les pieds dans le plat. Et je sais pas si ce que je vais vous dire va vous décevoir ou vous. Attends, Alexis, avant que tu partes, parce que tu vois, Camille, elle te ramène tout de suite, et c'est super, merci Camille, qui dit que tu as dit 3 éléments essentiels et tu en as vu que 2. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci Camille. Oui, 3 éléments essentiels. North Star métrique, donc en fait, c'est quoi le cap vers lesquels, comment on évalue des bons et mauvais managers? Augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe, écrivez-le en gros, tatouez-vous-le sur l'avant-bras, envoyez-le par mail en signature de mail pour tout le monde, faites-en des jolis néons que vous mettez dans le truc, dans l'open space, fond d'écran. Vous verrez, ça marche avec tout. Est-ce que je dois être le meilleur de la boîte? Est-ce que ça augmente Est-ce que je dois être le meilleur sales de la boîte et de mon équipe de 16? Est-ce que ça augmente durablement dans le temps les résultats de l'équipe? Pas tellement, parce que moi je sois fort, ça n'a pas d'impact par rapport à faire grandir les autres. Bon, du coup, c'est pas ça que je dois faire, etc., etc. Avoir un environnement de perf, et donc savoir comment on évalue fort versus pas fort. Le 2. Le 3e, parce que j'avais effectivement peur qu'on n'aille pas assez vite dans l'actionnable, il est plus flottant, il va plus vous faire grincer des dents, mais c'est encore un environnement qui est essentiel.
c'est l'environnement de culture. En fait, la culture de boîte, et ça c'est peut-être un truc qui est très présent dans les startups, ça peut être un truc qui est galvaudé. C'est-à-dire, on peut être dans une structure qui est immense, dans laquelle la culture, elle est définie à la fois par rapport au fondateur historique, ou des fois avec une équipe de com ou des consultants externes qui bossent et qui pondent des mots. Et des fois, c'est des trucs très consensuels, genre innovation, excellence, sens du client, un truc comme ça. Bon, je vous encourage à bosser pour avoir une culture qui est non pas des mots flottants, mais les règles de vie à bord du bateau, qui est votre bateau. C'est-à-dire, si votre bateau a un drapeau sur lequel il y a marqué fait mieux que parfait, on est efficace, ok, et qu'il y a quelqu'un que vous recrutez qui est perfectionniste, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Ça veut dire qu'il ne va pas s'épanouir sur ce bateau-là. Parce que vous avez une culture qui va trancher du côté du better done than perfect, vaut mieux faire vite que perfectionner, et cette personne va défendre des valeurs opposées. Je pourrais prendre l'exemple exactement inverse, ça marche aussi. Et plus vous avez une culture qui est solide, plus vous êtes capable de repérer en interne des gens qui ne fitent pas, non pas parce qu'ils sont pas sympas ou pas performants ou qu'ils ont une mauvaise attitude, mais parce qu'ils sont décalés par rapport à la culture. Ce qui va poser problème. Parce qu'on va avoir des débats sans fin en disant oui, mais là on va trop vite et tout. Non, mais on va trop vite parce qu'on a décidé collectivement que le bateau fonctionnait comme ça. Et si t'es pas content, il n'y a pas de problème, t'as toutes les raisons du monde. Mais par contre, il faut aller sur un autre bateau. On en reparlera dans une phase de fin question-réponse si vous voulez qu'on approfondisse. Mais si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une culture qui est solide et donc une charte de culture qui est solide parce que ça va beaucoup plus loin que 3 mots dans un PowerPoint, lisez le bouquin du fondateur d'Alan, la société d'assurance. Son bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle. Le gars, il s'appelle Jean-Charles Samuelian. Géraldine, si tu peux le retrouver et peut-être le mettre dans le chat, ça t'embêtera parce que je vais le chercher. Je vais m'en occuper. Ça peut être bien. C'est un bouquin, alors je vais être honnête, qui est archi mal écrit. Et c'est vraiment pas agréable à lire, mais il est très court. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est qu'une charte de culture et de qu'est-ce qu'il faut viser. Parce que sans ça, vos managers sont encore une fois avec aucun point de repère sur des comportements internes et ne savent pas faire la différence entre ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Juste 2 mots là-dessus et après sur les outils pratiques. Pourquoi je vous casse les bonbons là-dessus? Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que avoir des points de repère, c'est ce qui permet d'éviter des débats sans fin. Si Christophe et moi, on lance une partie de Uno et qu'à un moment donné, je mets un +4 sur son +4 et qu'il me dit ah, attends, mais on fait pas ça, Alexis, c'est pas OK, c'est pas dans les règles. Si on n'a pas un livre de règles à aller regarder en disant bah, c'est OK ou c'est pas OK, c'est un débat sans fin et on s'embrouille. Vos managers, c'est exactement ça. Ils ont besoin d'avoir le livre de règles de qu'est-ce qui se fait ou se fait pas, ou c'est quoi la performance qui est attendue. J'attends de toi, t'es gardien de but, j'attends de toi que tu arrêtes des balles. Et c'est ça qui va me permettre de voir si tu es fort ou pas. Et les règles de vie à bord, c'est on va vite et on ship vite plutôt que d'être perfectionniste. Et je connais quelques personnes qui bossent chez Alan et une de leurs grandes blagues, c'est si tu sais pas quoi faire et que tu connais pas la réponse, tu ouvres le livre et tu vas trouver la réponse. Et c'est ce livre-là et leur Bible interne. Donc c'est assez bien. Et moi, je vois dans les problématiques que j'ai en ce moment, enfin, une des problématiques, c'est que par exemple, moi, j'ai une pratique managériale où par rapport à quand j'ai quelqu'un qui est fatigué ou un petit peu malade, je dis bah repose-toi et puis tu reviens demain. Et ben ça, pas tous mes managers en interne le font, mais parce que j'ai jamais écrit la règle, tu vois. Plutôt que de demander les gens à aller va chez le médecin, etc. Tu gères la confiance, etc. Donc après c'est une question de confiance et de règles. Et, tu vois, même voilà, moi on a une culture de boîte forte, mais j'ai pas forcément écrit ces règles-là. C'est vrai qu'en t'entendant, je me dis à refaire les choses, peut-être que je prendrai un peu plus de temps pour écrire toutes les règles qu'on veut, quitte à les faire coécrire entre managers. Maintenant que j'en ai une dizaine avec moi, on pourrait écrire nos règles de management pour que tout le monde ait un cap, quoi. Et exactement. Et alors, je vais vous donner à chaque fois des choses pour approfondir. Si vous voulez approfondir ce principe de culture et de comment est-ce que c'est des règles sans être des règles, mais des lignes directrices, parce que je suis 100% d'accord avec toi, il y a le bouquin du fondateur de Netflix qui s'appelle No Rules Rules, donc ne pas avoir de règles est la règle. Et c'est très intéressant parce que ça leur permet de comprendre, par exemple, sur des toutes petites choses, genre la gestion des factures. Au début, ils se sont dit, bon, bah, pour éviter d'avoir des process super chiants de notes de frais et tout ça, on va mettre une règle générale qui est en fait une guideline plutôt, qui est faites comme vous feriez pour vous.
Ok. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas dans 100% des cas parce qu'il y avait des gens qui, soit allaient, s'ils faisaient comme ils faisaient pour eux, bah, soit ils dépensaient très, 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 très peu pour aller à l'économie, soit ils dépensaient à fond. Et donc, ils se sont dit non, faites ce qui est le mieux pour vous et pour Netflix. Et en fait, ils ont ajusté ces cadres de culture pour fonctionner. Et je vais vous donner une clé parce qu'après, on va rentrer dans les outils pratiques. Euh, je soupçonne que là, vous vous dites, OK, j'ai compris, il faut monter un process de perf, il faut monter une culture, mais comment je fais ça? T'es mignon, Alexis, mais ça m'aide pas. Je vais vous donner un truc qu'on a fait avec Yaniro qui est gratuit, que vous pouvez utiliser en long, en large, en travers. On a créé un truc qui s'appelle le Yaniro Wiki. Je vous ai mis le lien dans le chat, dans lequel, en fait, depuis qu'on travaille, on a rencontré des tonnes et des tonnes et des tonnes de boîtes, dont pas mal de startups, et on a collectionné les meilleures pratiques RH. Comment on crée un process de perf qui est efficient, comment on crée une culture qui est efficiente, etc. Et on a regroupé ça dans une bible des bonnes pratiques sur un wiki qui est sur Notion. Vous pouvez y avoir accès, vous pouvez l'envoyer à tous vos potes, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et si vous cherchez la partie poser son process de performance, vous allez voir exactement ce que ça veut dire, comment ça marche les OKR, comment ça marche les rituels associés, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Et si vous allez sur la partie tout en bas, qui est comment construire sa culture, vous l'avez aussi. Ainsi que tout le reste, comment on construit un process de recrutement, etc. Voilà. Ah bah merci, bon voilà, je vous ai montré la page, n'hésitez pas à y aller et en profiter, hein. En tout cas, merci Alexis pour ce partage, qui est en libre accès pour Amusez-en. tout le monde en plus. Pour tout le monde, il n'y a aucun problème. On ne vous demande même pas votre email, hein. Vous pouvez l'ouvrir maintenant, le mettre en favori. Et point important, ça sort ni de bouquin, ni de ma petite tête, ni de quoi que ce soit. Ça sort de les boîtes qui ont vu, qui mettent ça en place et qui marchent. Donc c'est que du terrain. Donc après, à partir de là, voilà. On passe aux outils? Allez, bah, quels sont les outils qui peuvent aider les managers? Alors, j'ai une question. Ouais. Vous êtes plutôt quoi dans le chat, les gens qui sont encore avec nous? Vous êtes plutôt management old school, entretien annuel, puis c'est tout, objectif individuel, vous êtes plutôt déjà moderne et vous avez déjà mis des trucs en place. Voilà, si vous pouvez nous donner un petit peu le type de management que vous avez dans vos boîtes. Euh, voilà, je sais pas s'il y en a. Voilà, ça commence à écrire. Camille, Émilie, je vois qu'elle monte. Cyril, ils sont en train d'écrire. On va attendre un petit peu voir leur réponse. Donc nous, on a mis pas mal de choses en place chez QuickMS que Alexis va certainement vous décrire. Management de la confiance et plus la performance, bah ça c'est déjà bien, Camille. Donc on attend vos commentaires sur ce que va nous partager Alexis. On essaie de structurer, mais c'est pas facile. Alors c'est très dur de structurer, puis en fonction de On est votre d'accord. taille, ça change tout le temps. La vérité d'un jour n'est plus la vérité du lendemain. On fait ce qu'on peut. Ouais, c'est très très. Mais l'humain, en fait, moi je pense que dans tout ça, parce que on a des grandes théories et Alexis partage ces grandes théories, mais malheureusement l'humain est extrêmement variable et c'est aussi ce qui en fait ce sujet passionnant. Mais on managera jamais tout le monde de la même façon et les méthodes d'une boîte ne fonctionneront pas forcément dans une autre boîte. Il faut, je pense que dans tout ce que va vous présenter Alexis, il va falloir que vous preniez ce qui va être le mieux et le plus adapté à votre boîte. Voilà. Allez, Super important ça. Super important sur ça. Tout ce qu'on va se décrire là, c'est des choses à viser à terme. Là, c'est comme si on vous présentait Arnold Schwarzenegger en slip avec des muscles de partout. Il y a plein de boulot pour en arriver là, pour peu qu'on veuille y arriver là, mais en tout cas, il y a plein de boulot pour en arriver là. Donc, quand je dis, par exemple, un process de perf, c'est important, la culture, c'est important, tous ces trucs-là, ça peut prendre des mois à mettre en place, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que vous avez des briques que vous pouvez choisir de prioriser pour aller chercher un résultat. Donc il y a des quick wins, il y a des choses qui sont plus rapides que d'autres, mais ne vous flagellez pas. Je sais qu'il est très dur le job de RH et que vous jouez avec des ressources qui sont finies et limitées. Donc ne vous dites pas oh là là, je vais jamais y arriver, je suis naze ou quoi que ce soit. Non non non, faites les choses dans l'ordre et juste sachez ce qui va avoir de l'impact. On continue? Moi, j'irais surtout vous dire, il va falloir que vous, quand vous voulez mettre quelque chose en place, peu importe ce que c'est, il faut embarquer la direction, parce que si vous n'avez pas la direction avec vous, ça va être extrêmement compliqué que derrière, les managers soient embarqués. Je prends un exemple, moi je vois dans une boîte que je connais, une DG qui dit il faut prendre du temps, il faut bien faire les entretiens, etc. Et en fait, elle fait pas ses entretiens elle-même. Donc ça peut pas marcher. Si elle dit faites ça, mais moi je le fais pas, ça ne marche pas. Donc malheureusement, vous êtes deux à jouer quand vous êtes dans une boîte, deux ou plusieurs, c'est les RH et la direction.
il faut que toute pratique et toute nouvelle mise en place doivent être aussi portées par la direction. Et c'est le gros enjeu, c'est de commencer par la direction pour comprendre comment expliquer l'impact et comment ce que ça va être et qu'est-ce que ça va apporter et quel est le gain de productivité, le gain de performance. Voilà. Mon petit conseil d'intro. Tu veux qu'on passe sur du coup comment on fait grandir ces managers une fois qu'on a le bon cadre? Ouais, bah donne les outils, ouais, c'est ça. On est sur le cadre Ouais. de la performance là, avec les outils un peu détaillés. Ouais, alors, ça va être encore une fois un peu surprenant, mais je peux vraiment vous dire, nous c'est notre obsession de faire grandir les managers parce que c'est notre métier, donc on est un peu obligé. Je vais commencer par un truc où je suis forcément jugé parti, donc je peux pas faire mieux que ça de vous dire, mais formez vos managers. C'est entre guillemets aussi simple que ça. C'est un budget, évidemment. J'adorerais vous dire que c'est quelque chose que vous pourriez faire en solo et que ça vous coûte du temps et pas des sous. Je vais être honnête, et encore une fois, je suis jugé parti parce qu'on est une boîte qui forme les managers. Toutes les boîtes que j'ai vues faire ça se sont vautrées. Parce qu'en fait, c'est trop de temps, c'est trop enfin, ou alors tu es des boîtes qui sont très avancées dans lesquelles on fait une académie interne, où là c'est autre chose et ça marche bien, mais c'est une certaine structure. Les petites choses du genre envoyer un bouquin à ses managers, leur faire une masterclass de temps en temps sur un sujet, genre comment donner du feedback, faire vaguement un peu de codev 3 fois par an et tout. Ça marche pas. Enfin, ça n'a aucun impact. Ça a très très peu d'impact. Si vous voulez des managers forts et fortes, il faut les former. Et pour les former, il faut trouver quelqu'un de bien. Moi, je serais ravi de former vos managers, enfin moi ou Yaniro, mais il y a ça, c'est un truc que je peux partager dans la French Tech. Les startups et les scale-up français, c'est un environnement qui est très particulier parce que c'est des primo founders, donc ça veut dire des gens qui montent une boîte pour la première fois, à 90%, qui nomment des primo managers, donc c'est des gens qui managent pour la première fois, qui gèrent des sorties d'école. Le coût de ça, en termes d'apprentissage et d'essai-erreur, est monumental. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va être obligé d'apprendre par essai-erreur parce qu'on n'a pas de vécu, ce qui est normal, hein, ça c'est OK. Mais l'essai-erreur sur des gens, sur des équipes, bah, ça fait des ravages. Vous pouvez faire de l'essai-erreur pour apprendre à coder. Vous codez un truc, ça marche pas, vous le débuguez, vous recommencez. Quand vous testez les trucs et que vous tâtonnez pendant 3 ans pour faire vos premières heures de management, vous allez casser des gens sur le chemin, vous casser des trucs et ça va être terrible. Et c'est pour ça que former ces managers très vite, ça permet de les mettre sur les bons rails en 3 mois plutôt que de les laisser tâtonner pendant 3 ans parce que c'est ça l'alternative. Et plus que casser les gens, vous risquez de vous casser vous-même. Oui, ah oui, tout à fait. Parce que Les vous allez être... managers aussi vont se faire du mal. Hein. Non, voilà. Moi, je pense que moi, je suis convaincu qu'il faut effectivement former ces managers. Les grosses difficultés que je constate aussi, c'est en fait comment on arrive à évaluer le niveau d'un manager. Parce que en gros, on va pas former un bébé manager comme on forme un manager qui a fait déjà 20 ans d'expérience en management. Donc, voilà. Comment tu fais pour en fait savoir comment donner quelle formation à quel manager? Euh, trouver quelqu'un qui fit avec vous et la personne en face pourra vous répondre. Nous, typiquement, les bébés managers, on les envoie en formation. Les managers qui ont de la bouteille, on leur propose du coaching, de l'executive coaching, parce que ça sert à rien de leur faire repasser par un programme sur mesure. Mais il y a un truc que vous devez garder en tête et qui va être très connecté à ce que je vais vous donner comme pratique actionnable, même si elle n'a pas l'air d'être actionnable, en réalité, elle l'est. Enfin, j'espère que vous me ferez confiance. À la fin du fin, ce qui compte, c'est le volume d'heures de vol et l'intensité qui a été mise dans ces heures de vol. Je vous donne quelque chose qui semble à côté de la plaque, mais qui, encore une fois, qui ne l'est pas. Quand on regarde quelqu'un qui dessine super bien, on se dit « Waouh, il a un don, elle a un don ». Que dalle, c'est quelqu'un qui a beaucoup dessiné. Si vous avez envie d'atteindre la NBA, il n'y a pas trop de mystère. Hein. Vous allez devoir faire plein de baskets. Personne ne naît ceinture noire de rien. Le management, c'est pareil. Il n'y a pas des gens qui sont managers nés. Enfin, moi, j'en ai vu zéro. J'ai vu des gens qui sont doués, on va dire qui démarrent ceinture jaune. Le reste des mortels dont je fais partie démarrent ceinture blanche. Mais pour atteindre la ceinture noire, il y a des heures et des heures et des heures sur le tatami. Hein. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Et donc, les primo-managers, les bébés managers, ils se galèrent parce qu'ils ont 0 heure de vol. Et que des fois, il y a un vécu où on se dit ah mais si seulement j'étais manager né, ça irait mieux. Mais ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Éventuellement les meilleurs, encore une fois, ils apprendront plus vite, mais à la fin c'est une question d'heure de vol. Et c'est pour ça que ce qu'il faut faire pour avoir des managers qui sont très forts, et la formation peut vous aider à faire ça, c'est pas
réfléchir à qu'est-ce que je leur donne comme bonne pratique ou c'est quoi les tips, les techniques. Ça, je vais vous donner un truc. De toute façon, vous verrez, c'est entre guillemets la partie super facile. Comment faire un feedback, comment gérer les conflits, comment recruter, comment onboarder, comment offboarder. Tout ça, il y a des chorégraphies. Et il suffit de les lire et de les faire et ça marche. C'est comme apprendre la chorégraphie sur comment tomber au judo, etc. Ce qui va faire la différence, c'est les heures de pratique. Et donc, en fait, les heures de pratique ont beaucoup plus d'impact que n'importe quelle bonne pratique. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. C'est en tant que RH, manager de manager, dirigeant, dirigeante, la question à laquelle vous devez répondre, c'est pas qu'est-ce que je donne comme clé à mes managers, c'est comment je crée un système qui font qu'ils pratiquent les trucs clés du management 10 heures par semaine, 20 heures par semaine, encore et encore, toutes les semaines de l'année. Et c'est là où j'ai des trucs à vous donner. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, mais après, j'ai des clés sur comment, justement, on augmente le volume de pratique. Non, non, je pense que tu as tout à fait résumé. La pratique, il y a rien de tel, hein. Moi, je considère qu'on devient expert après 10 000 heures de quelque chose. 10 000 heures de tennis, 10 000 heures de management, etc. Donc, c'est un ordre de grandeur, hein. Donc, non, non, vas-y, je te laisse continuer, t'es bien lancé. Yes. Allez, j'en profite pour un petit truc sur les RH qui nous écoutent. C'est vraiment un petit bonus. De l'intérêt d'avoir des managers solides, c'est qu'il y a un jeu de vase communicant immédiat entre la charge de travail des RH et l'autonomie des managers. C'est-à-dire, si Certain. vous avez des managers qui sont très autonomes, vous pouvez, votre équipe RH peut faire son boulot de RH. Si vous avez des managers un peu bébé managers, un peu tout perdus, qui savent pas quoi faire, tout va vous retomber dessus. Ah, mais il y a un tel, il m'a demandé du télétravail alors que c'est pas dans la politique, qu'est-ce que je fais? Ah, on m'a demandé une augmentation que je peux pas donner, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est des signes que vous avez des managers qui sont pas autonomes et qu'il faut les former pour qu'ils le deviennent. Parce que sinon, vous allez être embolisé comme pas possible en termes d'équipage. Dites-moi dans le chat si c'est quelque chose que vous avez déjà vu, que vous vivez maintenant, parce que normalement, ça se répète encore et encore, ce truc-là. Oui, enfin moi je le vois déjà chez moi. Forcément, les primo managers ou ceux qui ont moins d'expérience prennent un peu plus de temps à ma RH Lina que je salue. Mais c'est normal aussi. Les RH Bien sont sûr. aussi là pour les former et les accompagner. Ce qu'il faut, c'est juste pas répondre à leurs demandes, c'est leur expliquer les process pour qu'ils viennent pas te poser 2 fois la même question en fait. Et c'est prendre du temps Euh, en fait à chaque fois qu'on a une question à bien expliquer pourquoi la réponse c'est ça et pourquoi l'action c'est ça. Et donc la prochaine fois, il saura ce qu'il faut faire. Donc là, on est sur comment augmenter le volume de pratique. Avant, vous vous demandez peut-être, bah oui, mais pour augmenter le volume de pratique, il faut quand même que j'ai une vague idée de c'est quoi les chorégraphies à faire, comment je tombe en judo, les ippon soinage, les étranglements, les machins, si on était sur les exemples d'un art martial et des couleurs. Pour ça, je vais vous simplifier, je l'espère, grandement la vie. J'ai un autre lien pour vous, où en fait, on a créé une bible des meilleures pratiques qu'on a vues. C'est exactement la même chose que les bonnes pratiques RH, sauf que c'est les bonnes pratiques managériales. Et on vous a mis ça sous un format où tout le monde peut apprendre ça de la meilleure manière, quel que soit son mode d'apprentissage préféré. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on vous a ouvert ça sous la forme de cours vidéo. Donc, il y a 9 heures de cours vidéo que vous pouvez balancer à vos managers. Il y a des cours audio en podcast où il y a tout sur Notion, donc sur le wiki. Il y a un score, un leadership test qui est un test psychométrique. Je suis psychologue de formation, donc c'est un test que j'ai créé avec mes cours de psychométrie. Et globalement, tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez l'envoyer tel quel à vos managers. Et on a fait, nous, l'effort de rendre ça pédagogique. C'est-à-dire, souvent, les managers, ils consomment pas ce genre de contenu parce que c'est chiant. On va dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on a rendu ça le plus YouTube possible, on va dire. Donc, utilisez-le, c'est gratuit. Et comment faire quoi? Donc, c'est tout là-dedans, quoi. Donc, utilisez-le, c'est pour vous. Voilà, j'étais en train de partager, mais en fait, ouais. Allez, on continue. Donc, comment, une fois qu'on sait quoi faire, et quoi faire, moi je vais toujours référer à ce truc-là, eh ben, je vous disais, il faut augmenter la pratique, le volume de pratique. Voilà quelques techniques pour faire ça. La première technique, c'est de former vos managers. Vous sous-traitez le fait que quelqu'un d'autre leur donne des cours de judo et leur fasse tomber encore et encore, refaire le geste encore et encore. Okay, si vous voulez bosser avec nous, je serais très content. Mais en tout cas, c'est une des manières. Deuxième manière, si vous voulez le faire à la maison, vous monitorez
la qualité managériale et l'évolution de la performance de vos managers. Donc, c'est équivalent de mettre une balance sur laquelle il faut se peser tous les matins pour voir si ça avance dans le bon sens ou pas. Vous allez voir que le simple fait de mesurer, ça va changer. Donc, en fait, vous faites des revues de perf, vous faites des revues d'INPS, donc le score de satisfaction interne, et vous faites des revues avec vos managers en tant que RH ou dirigeant ou manager de manager, encore et encore, et vous dites, OK, là, le score, comment on l'augmente? Et vous référez au petit guide de bonne pratique en disant, bon, bah voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, pratique encore et encore. Tout simplement. Troisième truc, je le fais par ordre de ce qui va vous mettre mal à l'aise parce qu'il y a des trucs qui vont vous mettre mal à l'aise. Troisième truc, vous commencez à faire des mises en scène ou du co-développement entre managers régulièrement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez des groupes de managers, vous pouvez mettre les managers de même seniorité ensemble, par exemple, hein, donc les managers de managers ensemble, les managers jeunes ensemble, et vous, en tant qu'RH, vous animez des sessions de co-développement. Donc, vous pouvez trouver sur Internet comment on fait du co-dev, c'est pas très compliqué, c'est du coaching de groupe, ou des role-play, où vous rejouez des situations, vous faites des groupes de 3 avec un manager, un manager, un observateur. Vous, RH, vous pouvez jouer le rôle d'un manager chiant et vous demander comment tu gérerais telle ou telle situation. Et attention, là, vous augmentez le volume de pratique, mais pour que ce soit de la bonne pratique, vous ne le faites pas en impro, vous le faites au regard d'un truc que vous voulez tester. Vous voulez apprendre le feedback, vous avez donné au manager les clés de comment faire un feedback avec le radical candor, vous testez le radical candor. Ça, c'est juste un point sur la pratique. C'est pas du tout la même chose de faire 4 heures de basketball avec des potes, ou c'est 4 heures de volume de pratique, que de faire 4 heures de tester un tir au panier spécifique, que de le faire vraiment en se disant après chaque panier, comment je fais pour m'améliorer. Donc, nous, ce qu'on fait qui est dans ton sens, alors nous, du coup, j'ai une petite équipe de management, j'ai dit, on est 10 managers, et on fait des codets où on ne met pas d'ordre du jour, et on part des petits cailloux. Quels sont vos petits cailloux que vous avez en ce moment en matière de management? Et donc, en fait, on passe 2 heures sans sujet, et on parle juste des petits cailloux, et tout le monde s'entraide. Je trouve ça assez génial. Et en plus, ça soulage. En plus d'entraider et d'aider, ça soulage parce que tu te rends compte qu'en fait, les autres aussi ont les mêmes problèmes que toi, etc. Tu peux anticiper. Tu dis, ah, mais attends, dans telle situation, il y avait un tel, il avait le problème, je saurais que je pourrais le rappeler, je vais le rappeler parce il peut m'aider, quoi. Voilà. Exactement. Ça marche très bien parce que ça va permettre d'apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets encore et encore et encore. Et si vous faites ça tous les mois, ça va être la folie. Nous, on fait beaucoup de codev dans la formation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, Alexis m'avait prévenu qu'il allait avoir un problème d'internet. Je sais pas si c'est moi ou c'est lui. C'est lui, d'accord. Bon, on va laisser revenir. En attendant, nous, les outils que nous, chez QuickMS, on met en place qui peuvent vous aider. Donc, on a la gestion des OKR, donc des objectifs qui résultent, que vous pouvez aller voir, qui sont assez bien. Et tous les managers que j'ai, même les expérimentés sur les OKR, en fait, sont devenus fans. C'est bon. Ah, t'es en train de revenir, Alexis. Du coup, je suis parti sur les outils les OKR. Parce que c'est un sujet que je maîtrise. Bien sûr. Donc, je finis. Oui, ça marche très bien les OKR. Je finis les OKR. Donc, les OKR, l'objectif, allez voir. Je suppose qu'en plus, sur Yaniro, Alexis a dû vous mettre des trucs, mais sinon, chez QuickMS, sur notre site, vous avez aussi de la documentation. Mais le principe, c'est qu'en fait, on définit des objectifs trimestriels. Alors, au début, quand j'ai dit à mes managers qu'ils allaient devoir définir avec leur équipe des objectifs trimestriels, ils m'ont tous regardé avec des énormes yeux. Et maintenant, en fait, ils trouvent ça génial. Parce qu'après, c'est une habitude, en fait. Plus son habitude. Et ça permet de donner le guide, les actions importantes du trimestre. Attention, moi, mon seul conseil sur les OKR, essayez de bien les centrer sur l'activité. Il faut pas remettre des trucs side activité de basique. Il faut essayer de rentrer l'activité dans les OKR, et c'est un peu la difficulté. Voilà, donc nous c'est OKR, et à côté de ces OKR, on fait des suivis, on fait des entretiens trimestriels avec les collaborateurs. On a abandonné l'annuel, parce que l'annuel c'est trop long en fait. C'est trop long. Ouais, c'est trop loin. C'est trop loin pour faire un suivi de performance régulier, et ça va récupérer le pouls des équipes. Voilà, je te laisse reprendre. Donc ouais, Codev, excusez-moi, effectivement j'ai des petits problèmes d'internet. Codev, ça marche de fou. Nous, je vous dis, on triche, on fait un petit truc, c'est que dans la formation, on bosse avec ce qu'on appelle les parrains et les marraines, c'est-à-dire on prend des managers extraordinaires qui sont dans les groupes de Codev pour apporter des réponses. Donc en fait, c'est super facile. Je prends des startups super grosses, super fortes comme Conto, Alan, etc. Je demande à la DRH c'est qui le meilleur ou la meilleure manager, et cette personne-là, elle passe du temps avec les managers. Donc en fait, ils ont Michael Jordan, c'est assez cool. Et l'autre truc, c'est effectivement les jeux de rôle. Vous faites des jeux de rôle super simples et vous les refaites encore et encore, et vous observez comment la personne réagit. Vous n'êtes pas là pour les shooter.
Vous dites ça c'est bien, on le garde, ça marche pas, on recommence. Et ça m'amène au troisième point, qui est un point, ça va sans doute vous hérisser le poil. Nous on le fait et on l'a pris. Tout ça c'est des trucs qu'on a pris de certaines boîtes, hein, on l'a pas inventé et qui marchent de malade mental. C'est filmer les one-to-one et faire des revues de one-one. En fait, vous prenez n'importe quelle équipe commerciale performante, on enregistre les appels, on enregistre les visios, on les revisionne, le head of sales, le DIRCOM commercial le fait, et après on dit ça t'as pas suivi le script, ça t'as suivi le script, ça c'est bien, ça le script il marche pas, on le met à jour, etc., etc. Il y a deux trucs qui sont essentiels là-dedans, et en sport, on regarde le match pour voir ce qui marche ou pas. Donc attends, là, juste pour que je comprenne bien, tu parles bien de que le manager mette en place cette pratique. C'est-à-dire que le manager de manager ou la RH regarde des one-to-one des managers qu'on veut faire progresser. D'accord, donc par exemple, tu fais un entretien, juste pour que je comprenne, hein, parce que bien sûr. Longtemps, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est normal, c'est hyper exotique. Mais c'est en gros, je fais un entretien Teams parce qu'on est à distance, je filme, genre, je demande à mon manager qu'il accepte qu'on enregistre cet entretien, puis je donne à ma RH qui me dit, bah, tiens, regarde ce qu'on s'est dit et dis-moi sur mes axes d'amélioration. Exactement ça. Et donc c'est quelque chose qui est très peu fait, mais qui a un impact de malade. Nous, on le fait encore une fois dans la formation. Et quand on forme les managers, ils filment leur one-one et ils nous les envoient, que ce soit le parrain ou la marraine de promo ou nous, on les revoit. Et en fait, il y a deux trucs qui sont importants. Et je vais prendre l'exemple de cette pratique qui est connue dans les deals commerciaux et de revisionner le match. Pourquoi c'est important ? Pourquoi les commerciaux envoient leurs visio et leurs appels à leur head of sales ou directrice commerciale pour revoir le match? Parce qu'il y a deux sous-jacents. La première, c'est un script. Les bons commerciaux suivent un script, alors pas forcément comme la personne qui vous appelle pour essayer de vous vendre un truc à 13h, ça c'est un script un peu pourri, mais les meilleurs commerciaux suivent une logique de gestion des objections, de machin, de bidule, le truc. Et en fait, le fait d'avoir un plan et des chorégraphies fait la différence entre quelque chose qui est fait à l'instinct et qui va moyennement marcher que quelque chose qui est raffiné encore et encore. Et le judo ou n'importe quel art martial, c'est des choses qui ont l'air naturelles parce que c'est des mouvements de corps, mais qui ne sont pas naturels. C'est des chorégraphies qui deviennent naturelles au bout d'un moment. La pratique commerciale, c'est ça aussi. Tout fonctionne comme ça. Le management, c'est ça aussi. C'est un truc qui est difficile à comprendre parce que le management, c'est un métier qui est essentiellement relationnel. Et on a l'impression que les réflexes qu'on va avoir, parce que le relationnel, on en a tous avec nos amis, avec nos compagnes, compagnons, etc. Et en fait, le truc, c'est que si vous utilisez le relationnel de tous les jours, vous allez systématiquement vous planter. Mais systématiquement. C'est-à-dire, comment on gère le conflit ? Dans la vie relationnelle, normale, on va dire des trucs à la noix, du genre Christophe, tu te calmes maintenant. Oui, bon, ça va pas marcher du tout. Christophe va s'énerver et dans la vraie vie, on s'embrouille. Donc, en tant que manager, il faut faire autre chose. Il faut utiliser de la communication non violente, qui est une chorégraphie qui est hyper antinaturelle, mais qui au bout d'un moment rentre. Comment on fait des feedbacks ? Dans la vraie vie, on n'en fait pas parce qu'on a peur de se brouiller. Et en fait, il faut utiliser une chorégraphie qui n'est pas naturelle. Et donc, avoir un script à suivre et pas le faire au feeling, c'est ce qui fait la différence entre des bons et des mauvais managers. La pratique et la revue de vidéo, ça met tout le monde hyper mal à l'aise parce qu'on a l'impression que les one-to-one, c'est l'environnement sacré dans lequel on rentre pas. Mais les commerciaux, ils n'ont pas plus envie qu'on regarde leur call. Hein. C'est juste considéré comme normal. Et donc, si vous commencez à faire ça, que vous systématisez la pratique de revue de one-one par le manager du manager ou par la RH, des petits bouts, hein. Vous prenez 15 minutes, des trucs comme ça. Par un autre manager en mode coach aussi. Ou par un... Exactement. C'est ça, ils s'auto-revoient ensemble. Donc vous utilisez par la direction, des choses comme ça. Exactement. Vous utilisez un petit outil de recording, genre les calls commerciaux, les Mojo, les Lixi, les trucs comme ça. Vous allez voir que vos managers vont être hallucinants. Parce qu'en fait, c'est vraiment la pratique raisonnée qui fait la différence. Donc ça, on s'en reparle si vous n'êtes pas sûr de comment le faire. Nous, on le fait. On peut vous dire que les résultats, c'est des trucs de malade. Alors Alexis, on arrive on est midi 5, on parle beaucoup, c'est super passionnant, on va essayer d'aller un peu vers la fin. Juste moi, deux conseils quand même que je pourrais rajouter et compléter sur Alexis. On parle beaucoup du manager et le manager, mais je vous rappelle que dans une relation manager-manager, ils sont deux. Il faut aussi former le manager à être manager, entre guillemets. Notamment quand on parle de communication non violente et de feedback, ça en fait, ça s'arrête pas qu'au manager, on ne forme pas qu'un manager, il faut former toute l'équipe. Parce qu'en fait, le manager doit aussi être capable de parler en communication non violente quand il doit donner des messages à son manager. Il doit être aussi capable de donner des feedbacks quand on parle à son manager. Et voilà. Donc,
il y a des niveaux de formation pour les managers, mais la relation humaine, elle marche dans les deux sens et on doit aussi former les équipes. Voilà. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses de ce point de vue aussi, qui pour moi, je trouve qu'on met beaucoup de responsabilités sur le manager et des fois, on en met un peu moins sur le manager, quoi. Ouais, c'est une ouverture qui est importante. Je vais te le faire en 2 mots parce que tout le monde va avoir envie de manger à un moment donné. Il est midi. Ce sera les mots de la fin. Euh, ouais, ce sera les mots de la fin. D'un point de vue actionnable, pur et dur, des choses qu'on peut faire, je pense qu'il faut embrasser le fait qu'il y a beaucoup de choses sur les épaules du manager parce que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est un truc qui est compliqué, il y a de la symétrie, les managers ont la responsabilité de la performance, du bien-être, du développement. Donc, ça serait mentir de dire que c'est un truc équilibré entre manager et manager. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a une responsabilité très forte des managers. C'est pour ça qu'il faut les chouchouter. Dit autrement, et pareil, je suis évidemment jugé parti. Si vous avez un budget formation à allouer, je l'allouerai au manager en priorité parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur toute la boîte, je pense, de ce que j'ai vu. Bon, à part si c'est des trucs plus terrain du genre apprendre l'anglais aux gens, alors que c'est utile. Mais par contre, je te rejoins. Je pense que dans la vie générale et dans la vie générale des gens, on a beaucoup de trucs autour des managers. Des fois, on tape sur les managers en disant bah, c'est facile, c'est du bon sens, il n'y a qu'à être un manager bienveillant, il y a qu'à. Et que le portrait robot du manager parfait tel qu'on le voit sur LinkedIn, il me donne envie de criser parce que il n'existe pas et que c'est très dur et que moi, les managers que je rencontre, c'est des gens très, 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 très bien intentionnés. C'est pas des cheffaillons. C'est des gens qui se donnent corps et âme pour faire leur boulot le mieux possible et qui en bavent des ronds de chapeau parce que c'est super dur. Et qui des fois se font bouffer par des salariés qui sont peut-être un peu immatures, peut-être qui comprennent pas à quel point c'est dur le job de manager et qui sont très exigeants. Donc moi j'ai vraiment un message d'amour et de soutien à tous les managers de ce chat et qui vont nous regarder en replay et tous les managers que vous avez. Je suis 100% pour que les managers soient mieux payés que les autres parce que c'est un boulot qui est difficile. Et pareil pour les RH, même si on n'en a pas parlé, c'est pas de la flagornerie, c'est un boulot qui est hyper dur. Moi je trouve que le boulot de RH est 10 fois plus dur que mon job de dirigeant. Je suis CEO de Yaniro et je pense que tous les RH que je vois ont un boulot plus dur que le mien. Donc, on dit pas que c'est facile, on vous donne les clés et vous trouverez toujours de l'amour et du soutien côté Yaniro pour que vous soyez manager ou RH. Ah bah, c'est des beaux mots d'amour, j'aurais pas réussi à faire mieux, Alexis. Donc, je vais pas compléter, hein, mais bravo. Enfin, je suis très, très aligné. Et aussi, moi, j'aime mes clients, j'aime les RH et je pense que c'est effectivement un métier complexe, mais humain à la base. Bon, Alexis, on a traité 10% de ce qu'on voulait parler. Ça sera l'occasion de reparler. On avait plein d'autres idées. Contactez-moi si vous voulez me faire un petit coucou sur LinkedIn ou par mail. Donc peut-être Christophe vous partagera mon profil LinkedIn, c'est Alexis Eve. Je réponds à toutes les gens qui me posent des questions. Je suis toujours très curieux de rencontrer des gens, donc n'hésitez pas. Voilà, et vous pouvez aller écouter ce super webinar podcast que tu animes, Human Factor, c'est ça? Absolument, ouais, n'hésitez pas. Sur toutes les plateformes de téléchargement, je suppose. Ouais, et puis si vous allez soit me suivre sur LinkedIn, si vous aimez bien LinkedIn, soit sur le site yaniro.co, vous verrez que globalement, on est acharné sur le contenu gratuit. On donne énormément de trucs gratos parce que c'est déjà suffisamment galère comme ça. On essaye de soutenir la team Do It Yourself qui a pas de budget parce que c'est la galère, donc on se sert à écouter. Donc soit podcast, etc. Il y a beaucoup de choses pour vous. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Alexis. On va appuyer sur le bouton off. Le replay démarre pour ceux qui ont raté le début. Et je vous souhaite une bonne journée.